vas-y, juste Fukamoto, je te laisse. Donc, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation à cette colloque. Je suis très très contente d'être ici au Maroc. J'aime bien le Maroc beaucoup. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler. Ce matin, on a vraiment vu donc, un survol de la situation économique, et c'était très intéressant ce matin. Et de côté très très grand, comment se voit le lait. Après, on est allé un peu plus petit. Et maintenant, je vais aller dans le corps humain. Et donc, c'est vraiment un côté encore plus petit, mais qui a une importance grande, que c'est la santé publique. Donc, de ce côté, je vais parler de la nutrition, mais en particulier de la nutrition des enfants en situation de vulnérabilité. Et quand on parle des enfants en situation de vulnérabilité, c'est très important de définir qui sont ces enfants en situation de vulnérabilité. Donc, la vue d'ensemble, il y a la vulnérabilité des enfants, que je vais traiter au début, après la malnutrition et la relation avec la vulnérabilité et la malnutrition. Le rôle que les produits laitiers peuvent jouer dans cette papier de vulnérabilité et malnutrition et quelques conclusions sur ça. Donc, quand on parle de vulnérabilité, ça a changé. Dans les dernières années, on a commencé à penser que, on ne peut pas résoudre tout, qu'il y a des crises de différents types qui nous rendent vulnérables. Et donc, la pensée maintenant de vulnérabilité, c'est une pensée, c'est quoi? Ce sont des êtres qui sont plus exposés au risque que les pères. Donc, et ça, c'est très relatif, c'est par rapport à qui? Et donc, ça, je veux vous dire que les nutritionnistes, nous sommes experts. Parce qu'on nous dit, le lait, c'est nutritif, et on répond toujours, ça dépend. Oui. Et les nutritionnistes, on parle toujours de cette dépendance. Ça dépend pour qui. Quel type de produit laitier, et dans quelles conditions, et comment c'était produit. Donc on a plusieurs dimensions qu'on doit mettre en relation pour savoir oui ou non. Et donc on parle de ça et j'espère qu'avec cette présentation, je vais vous donner au moins une idée de ces dépendances. Donc au moins ça, je n'ai pas beaucoup de réponses, mais les réponses que j'ai, je vais les présenter. Donc il y a un degré type de vulnérabilité variant dans le temps et entre pays, entre le contexte est très très important. Et dans ce côté, le contexte africain, c'est où on a plus de données sur la vulnérabilité. Quand on parle des enfants vulnérables, donc on doit aussi penser vulnérable à quoi? Mais on parle en général des enfants et jeunes qui ont une situation vraiment terrible où il y a ou la séparation des parents, qui sont le premier rang des protecteurs des enfants en pauvreté extrême, maladies chroniques, soit d'eux-mêmes ou des parents, qui ont un manque de soutien social et d'éducation et qui peuvent souffrir soit d'abus, négligence, privation, violence. Et donc, si vous voyez ça, il y a plus que la nutrition qui ils ont dans leur plan. C'est une situation vraiment terrible qui met beaucoup de choses en jeu. Quelle est la relation donc entre la vulnérabilité et la malnutrition? Donc, en général, cela se présente avec la dénutrition. Mais la dénutrition est très très liée aussi à autre chose. Donc, on trouve que les mêmes enfants qui étaient dénutris quand ils étaient petits sont
basculent très facilement dans l'obésité, par exemple. Le même enfant. Ce n'est pas la même maison, mais ça peut être comme ça. Et donc, l'UNICEF a mis cette graphique que je ne vois pas très bien, mais en bas, on a les ressources potentielles, mais la structure économique et les facteurs politiques et idéologiques font que cette ressource soit utilisée bien ou pas. Donc, on a les ressources, le contrôle des ressources humaines, économiques et des organisations. Et après, il y a aussi l'éducation qui fait un effet important de comment on utilise ces ressources qu'on a. Mais de ce côté, et c'est ça, c'est important, il y a l'accès inadéquat aux aliments. Donc, ça, c'est du côté qu'on ne peut pas accéder à ces aliments. Mais il y a des autres côtés, comme il y a des soins inadéquats pour les enfants et les femmes, et aussi une limite aux soins du côté de la santé, de l'environnement. Donc ça donne des maladies ou ça donne des consommations alimentaires inadéquates. Et ça, cette combinaison, c'est ça ce qui nous donne la malnutrition. Donc vous voyez, c'est pas je mange mal, je suis malnourrie. C'est une rang énorme de choses qui doivent être mises en place pour enlever ce problème de malnutrition. Donc, et là, je veux parler que c'est la malnutrition en général. Ce n'est pas seulement la dénutrition, la manque des nutriments et la manque. Donc, où sommes-nous maintenant dans la dénutrition et la malnutrition en général? Donc, il y a eu sur la dénutrition des progrès vraiment significatifs dans les dernières 20 années et la réduction relative de la sous-alimentation et la faim. Donc, mais il y a encore presque 800 millions de personnes qui souffrent chroniquement de faim. Et ça, on sait comment réduire ce nombre. Donc c'est inacceptable qu'on a encore en 2017 ce nombre-ci, parce qu'on sait comment le faire. C'est seulement qu'il y a tellement de choses qui se passent, qu'on a vu dans la diapo dernière, avant, que il y a quelque chose qui ne marche pas et donc ça donne ce nombre ici. Mais en plus, il y a presque 161 millions d'enfants qui ont moins de 5 ans et qui ont un retard de croissance. Et donc ça, c'est aussi inacceptable. Ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les choses qui leur manquent pour croître. Après, il y a 3,5 millions de personnes qui meurent à cause de maladies associées au surpoids et obésité. Et ça va augmenter. Et ça, on le voit très très bien dans tous les graphes de surpoids et obésité. Ça va augmenter beaucoup et ça va augmenter dans les pays plus pauvres. Et donc, finalement, le coût total de la malnutrition s'estime à 3,5 billions de dollars. Donc, ça, c'est un coût énorme. Et ça, c'est, donc, c'est quoi ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Donc, les Nations Unies ont déclaré la décennie des actions pour la nutrition de 2016 à 2025. Et on a tous ces types d'objectifs pour arriver à 2025 avec une meilleure nutrition. Donc, ce n'est pas facile. Il faut réduire le retard de croissance. Il faut aller contre l'anémie, l'insuffisance pondérale, c'est-à-dire le manque de poids des enfants, réduire
froid, il faut aussi l'aborder. Il faut beaucoup appuyer l'allaitement et réduire l'émaciation, c'est-à-dire quand les enfants sont vraiment très maigres. Donc ça, ce sont les objectifs qu'on a pour 2025. Et pour arriver là, il y a des moments clés où on peut agir et toutes les évidences montrent qu'on peut agir dans ces moments. Le moment plus clé, c'est dans les premières 2 ou 3 années de vie des petits enfants. Et c'est là où la croissance et le développement des enfants, c'est très important. Et donc, quand on parle de manque de croissance, c'est dans ces périodes-là que c'est la plus probable risque de manque de croissance. Mais il ne faut pas oublier que les enfants et les scolaires et les adolescents continuent à croître. Donc, et là, on peut aussi agir et on peut arriver à avoir une croissance de rattrapage. Après, un enfant qui est à peine né, sa nutrition dépend aussi de sa mère. Et donc, les femmes et les filles en âge reproductif, c'est très important d'aborder la nutrition des femmes et des filles en âge reproductif parce que ce sont ces mères mal nourries qui ont des problèmes après dans la naissance et aussi pour les enfants, mais aussi pour elles-mêmes. Donc, c'est ça. Et la grossesse et l'allaitement, bien sûr, sont des moments pour agir très importants dans la nutrition. Quand on a une sous-alimentation chronique, donc, comme on a dit, après 19% des décès des enfants de moins de 5 ans peuvent être évités par l'allaitement maternel et une alimentation complémentaire adéquate. 19%, c'est énorme le nombre. Les enfants de plus de 6 mois ont besoin d'une alimentation complémentaire nutritive et que ça soit sûr. Et je vais parler des produits laitiers par rapport à ça. Le taux de retard de croissance augmente très importantement et arrive à un sommet quand ils sont tout petits, entre les 6 et les 23 mois. Et après, l'alimentation complémentaire inappropriée, c'est aussi peut donner des mauvaises habitudes alimentaires qui après pourraient arriver à une surpoids et une obésité. Donc, une autre fois, l'allaitement optimal et les bonnes pratiques d'alimentation ensemble peuvent permettre à ces enfants d'avoir une croissance et d'éviter cet retard de croissance qui est très lié au développement du cerveau et au développement des capacités à l'âge adulte. Et donc, la OMS a une série de recommandations. On a besoin d'une variété d'aliments et ça c'est très important, variété. Le viande, la volaille, les poissons, les œufs, les manger quotidiennement si possible. Et des régimes végétariens quand ils sont tout petits, les enfants, ça c'est pour les enfants petits, les petits enfants. Donc quand ils sont petits, c'est très compliqué, on ne peut pas avoir de régime végétarien à cet âge. Les fruits et légumes, ça c'est pour des enfants en alimentation complémentaire jusqu'à 2 ans. Les fruits et légumes doivent être très riches en vitamine A. La teneur en matière grasse doit être adéquate et il faut éviter les boissons à faible valeur nutritive et limiter la quantité de jus offerts. Et je vois, et le lait c'est où? Et bon voilà, le lait. Donc, on ne fait pas une recommandation prescriptive parce que ça varie beaucoup. Qu'est-ce qu'une mère donne à manger comme on avait vu hier dans la présentation à Tadjikistan, c'est très différent que ce qu'on mange en Haïti. Donc,
on n'a pas de prescription de c'est ça ce qu'on doit manger ici ou là-bas, parce que c'est très différent. Il y a différents aliments disponibles localement. Et donc, ce type de recommandation doit se faire spécifique à chaque population. Mais les produits laitiers sont une bonne source de certains nutriments, par exemple le calcium, mais par exemple il manque de fer. Et donc c'est pour ça que c'est une diète complète que c'est important d'avoir. Les produits laitiers liquides, il y a un problème avec le tout petit parce que ça dépend comment, et encore je dis comme une nutritionniste, ça dépend comment on traite ce lait. Donc, est-ce qu'on a une bonne hygiène ou est-ce qu'on ne l'a pas? Et ça, c'est aussi par le poudre de lait. Quelle eau utilisons-nous pour reconstituer ce lait? Où est-ce qu'on le fait et dans quelles conditions? Et ça, c'est très important parce qu'une infection d'un enfant qui est mal nourri peut être mortale. Et donc, là, on doit bien penser à comment est ces ressources en eau, d'où, non? Et pour aussi travailler avec du lait, et il faut avoir une hygiène importante des produits laitiers liquides. Quand on a des petits de moins de 12 mois, il y a aussi un problème que le lait de vache a des protéines en excès parce que la vache doit faire croître le veau très très vite. Les humains, on ne croît pas si vite, on développe notre cerveau plus. Et donc là, il y a une différence des nutriments entre le lait de vache et le lait humain, que ce n'est pas la meilleure alimentation pour un enfant de moins de 12 ans, et donc de 12 mois. Et donc c'est ça qu'on ne recommande pas le lait de vache direct comme ça aux enfants plus petits de 12 mois. Et de 6 à 12 mois, on préfère qu'il y ait des produits laitiers comme le fromage, les yaourts ou les laits secs en quantité modérée. Donc c'est ça la recommandation, quantité modérée. Et en général, on le mélange avec des autres aliments dans un buis ou quelque chose comme ça. Et aussi, il y a bien sûr cette idée des allergies, mais les allergies, c'est plutôt pour les enfants à risque élevé. Donc, avec des parents, il y a des problèmes d'allergie déjà, et en général, ou des familles allergiques. Les défis alimentaires. Donc, comme on a vu dans cet âge de moins de 2 ans, mais aussi dans les populations vulnérables, on a un problème de manque de diversification. Et on l'a vu hier aussi dans les diapos qu'on a vu dans les montagnes. Il n'y avait que du lait, les légumes étaient presque pas. Donc ça,